Alors, aujourd'hui, nous allons aborder à la suite de ce que nous avons vu la dernière fois concernant le réseau. Nous allons voir comment on peut administrer le trafic. Donc, la dernière fois, le dernier module parlait de l'interconnexion. Et Oui, j'espère que vous avez pu jeter un coup d'œil sur le document, je peux dire, supplémentaire ou complémentaire que je vous ai donné, PDF là, qui parle un peu des mhm. VPN, de l'Express Route, Virtual One et autres. C'est très Ah, oui, intéressant. Voilà. Donc, à la suite de cela, nous allons voir comment on peut gérer le trafic. Voilà. Donc, spécialement, on va parler du load balancer, voilà, qui joue un grand rôle dans la partie réseau sur Azure, le load balancer. Nous parlerons également de l'application Gateway. Alors, pour ceux qui sont experts réseau, sûrement qu'ils ont déjà entendu parler du WAF. oui, la firewall de Voilà. Donc, c'est web. une application firewall. Firewall, mhm. Donc, nous parlerons également d'un outil d'aide au support qui est le Network Watcher. Mhm. Voilà. Donc, lui, je l'ai beaucoup apprécié. Et il comporte plein d'outils, plein d'éléments. Donc, tout ce que nous avons l'habitude de faire, les pings, les tracets, Telnet, Wireshark, tout ça est regroupé à l'intérieur d'un même service qui peut nous permettre, chaque fois qu'on a des incidents, de pouvoir faire du troubleshooting sans problème. Voilà. Donc, Azure aussi a prévu ça. Quand on voyait, par exemple, le Network Security Group, je vous avais dit qu'on avait la possibilité de voir les règles au niveau de chaque NSG ou bien au niveau de chaque ressource, les règles effectives. Parce que les NSG sont cumulatifs, comme je l'ai dit. Donc, s'il y a plusieurs Network Security Group qui s'appliquent à une ressource et qu'il y a plusieurs règles qui se cumulent, on doit pouvoir savoir effectivement quelles sont les règles qui passent et quelles sont les règles qui ne passent pas. Voilà, donc on Mhm. peut venir voir ça au niveau du Network Watcher ou bien on peut faire le test pour savoir quelles sont les règles qui passent, quelles sont les règles qui ne passent pas. Ou bien même quand tu fais le test que ça ne passe pas, le Network Watcher te dit exactement où se trouve le problème. Voilà. Donc, c'est un très bon outil. Alors, concernant les load balancers, alors, il faut savoir que Azure a plusieurs types de load balancers. Donc, il y a le load balancer standard qu'on connaît, qu'on appelle l'équilibreur des charges. Voilà. Chez Microsoft, ça existe en tant que fonctionnalité sur Windows Server. Il y a des équipementiers qui conçoivent, par exemple, F5 ou bien le Netscaler. Ils ont des load balancers, des appliances en load balancer. Mais chez Azure, en fonction de ce que le load balancer fait, il va prendre un nom différent et puis le comportement aussi sera différent. Bon, pas différent en tant que tel fondamentalement, non, mais il y aura quelques particularités. Voilà. Parce qu'on sait que le rôle principal du load balancer, c'est de distribuer la charge sur plusieurs éléments ou bien sur plusieurs processeurs. Voilà. Donc ici, si c'est purement réseau, on parlera de load balancer standard. Mais quand il s'agira, par exemple, d'applications web, ainsi de suite, donc lui va prendre un autre nom, avec une autre dimension, avec un comportement un peu différent, d'autres caractéristiques, bien sûr. Donc, le premier type de load balancer ici s'appelle Application Gateway. Mhm. Application Gateway. Donc, lui, il va être utilisé pour gérer tout ce qui est comme, euh, si vous voulez, euh, charge au niveau des serveurs d'application. Bon, donc, si tu as des serveurs d'application,
Si vous voulez, tu as 10 serveurs d'application qui offrent le même service. Tu peux utiliser une application gateway qui va permettre de distribuer, par exemple, les demandes de connexion vers ces applications-là. Bon. Donc, il permet de gérer cette partie de distribution, permet également d'optimiser aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de distribuer. La distribution doit respecter un certain nombre de conditions en fonction, par exemple, du serveur qui a plus de ressources, du serveur qui est plus rapide, plus disponible, ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut faire aussi de la distribution ou bien de l'équilibrage en tenant compte de ces aspects-là. Et lui, comme ce sont des applications web, il va utiliser comme protocole HTTP pour ce qui est non sécurisé et puis du HTTPS pour toutes les connexions sécurisées. Voilà. Et l'application Gateway est un service régional. D'accord. Voilà. C'est un service régional, c'est-à-dire qu'il ne va pas au-delà d'une région. Donc, vous voyez que je reviens toujours sur ce que j'ai dit. Autant que cela est possible, il faut garder toute son infra à l'intérieur d'une même région. Parce que quand vous partez au-delà d'une région et que vous devez faire intervenir une application gateway, vous devez avoir une application gateway par région. Et puis, si vous devez faire communiquer tout ça, ça va nécessiter encore d'autres ressources. Donc, ça va te faire payer encore plus cher. Donc, tant que cela est possible, mieux vaut les mettre tous au sein de la même région. Voilà. Et puis, il est capable de gérer non seulement les applications sur Azure, et puis même aussi sur des clouds non Azure. Donc, si vous avez une application gateway, par exemple en Europe de l'Ouest, dans le data center d'Europe de l'Ouest, cette application gateway peut assurer la distribution de charges sur, par exemple, des serveurs dans Azure, et puis ou même sur des serveurs qui sont branchés OVH, ainsi de suite, comme OVH en Europe. Il peut également gérer la distribution d'applications on-prem. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement sur cloud. Et pour la partie sécurité, c'est le Web Application Firewall dont je vous parlais, qui sera utilisé pour pouvoir faire le contrôle au niveau de la sécurité. Donc, si tu veux, c'est un peu comme le pare-feu pour cette application gateway. Donc, application gateway, c'est le load balancer qui gère la distribution de charges sur les serveurs d'application. Voilà, ça peut être en local, sur Azure ou bien sur un autre cloud. C'est ce que vous devez retenir qui est là. Voilà. Excusez-moi, mon micro était fermé là. Donc, ensuite, nous avons le front door. Lui également, il va être utilisé comme load balancer aussi pour tout ce qui est comme point de distribution évolutif. Bon, pour des applications web mondiales. Alors, donnez-moi un exemple d'application web mondiale. Une application web qui est utilisée du point de vue mondial. Vous n'en connaissez pas? Il y en a plein, Ah, hein? ouais, il y en a. Exemple. Est-ce que je peux citer le serveur de messagerie, l'application derrière? Quelle serait de messagerie? Donc, je vais dire, pardon, application web. Oui, on dit application web. On n'a pas dit webmail, hein. Non, application web, il y a, c'est quoi on utilise? Je ne sais pas si vous connaissez Invoice. Oui. Ninja, c'est pour la gestion pour faire les factures, les devis. C'est Mhm. mondial. D'accord. C'est web en tout cas. Mhm. Et puis, bon, il y a un côté applicatif. Non, Odoo aussi, c'est moi. c'est sur un cloud, non, je pense. Ouais. Mhm.
Oui, bon, mais ce qui est tout premier, tu l'as cité. Des applications comme Twitter, Facebook, Ah, Facebook, oui, et puis oui, quoi oui, encore? c'est ça. Instagram. C'est ça, c'est YouTube. ça. Donc, on n'a YouTube, même pas besoin même d'aller loin. Voilà, tout ça. Donc, en fait, Twitter on les demain. appelle microservices. Pourquoi? Parce que euh, il y a juste la partie, je peux parler d'interface, hein, et qui permet à l'utilisateur de pouvoir interagir avec Mhm, l'application même en tant que telle. Puis bon, derrière, il y aura toute la chaîne de bases de données qui va, hein, recevoir les informations et tout ça. Donc, c'est le front door va permettre de pouvoir supporter, hein, ces genres d'applications qui évoluent. Par exemple, si on est en Côte d'Ivoire, on est 30 millions d'habitants et que on utilise Facebook, c'est-à-dire qu'en moins de un mois, les utilisateurs de Facebook de Côte d'Ivoire peuvent tripler, ou même peut mhm, être multiplié par 10. Donc, dans ce cas-là, il faut une application qui est capable de pouvoir supporter, hein, cette montée-là. Et si tu veux s'adapter, voilà, c'est un peu comme ce qu'on a vu sur les scaling, là. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. Non, on n'a pas encore mhm, vu. Voilà. Donc, au fur et à mesure que les demandes vont augmenter, l'application aussi va faire évoluer, enfin, va évoluer en fonction des demandes. Voilà. Et la sécurité aussi va suivre. Donc, de la même manière qu'on avait au niveau de l'application Gateway le WAF, au niveau du front door, on a également aussi le WAF. Et en plus du WAF, on a le NSG. Maintenant, lui, comme je le disais, c'est mondial. C'est une application mondiale, donc c'est global. Donc, le front mhm. door est capable de gérer des applications, sinon des serveurs d'applications qui sont dans plusieurs régions. Voilà. Il n'est pas comme l'application Gateway qui est régionale. C'est bon? Ah oui. On a notre fameux load balancer standard, lui, qui Mhm, permet de gérer les connexions. Donc, bon, lui, il va utiliser le protocole TCP et puis le protocole UDP. Il est régional aussi. Et il ne peut être utilisé que sur Azure. Lui, c'est vraiment réseau pur pur. Et pour la sécurité, c'est le Network Security Group, NSG. Voilà. Et le grand frère à tout cela, c'est le Traffic Manager. Donc, lui, il est mondial aussi. Il va permettre de distribuer le trafic réseau, hein, entre plusieurs régions Azure du point de vue mondial. Donc, ça veut dire que si vous avez assez d'argent, vous pouvez choisir, par exemple, d'avoir votre infra en Europe de l'Ouest, comme je mhm, l'ai dit, et puis mhm, avoir votre site. C'est un peu comme site de secours, hein, comme on a l'habitude de faire on-prem ici, ou bien un peu votre site réplica, par exemple, aux États-Unis. Donc, les deux vont fonctionner comme actifs passifs. Mais entre les deux, il y aura un traffic manager. Donc, ça veut dire que quand les utilisateurs doivent se connecter, les utilisateurs ne vont pas directement sur les serveurs. C'est un peu comme, voilà, le un load balancer. Donc, il y aura une IP virtuelle sur laquelle les demandes de connexion vont atterrir. Maintenant, mhm, le traffic manager qui contrôle les deux côtés, avec le côté Europe et puis côté États-Unis, en fonction de la disponibilité, il va router maintenant, la demande de connexion vers la partie qui est disponible. Ça veut dire que si un matin, il y a un problème en Europe de l'Ouest, les utilisateurs ne sauront pas. Quand ils vont faire leur mhm. demande de connexion, le traffic manager saura que l'infra de l'Europe de l'Ouest n'est pas disponible. Donc, il va envoyer les demandes de connexion vers l'infra qui est aux États-Unis. C'est un peu comme ça que le traffic manager, si tu veux, c'est le même comportement que le load balancer, mais du point de vue mondial. Voilà. Et il lui supporte tous les protocoles, voilà, sans exception. Donc,
quand on va avancer, on se rend compte que c'est lui qui sera également utilisé pour mettre en place, je le disais, en fonction de ce que vous devez faire. Voilà, vous choisissez le type de load balanceur qui vous convient. C'est bon? Oui. Maintenant, L'écran n'est plus partageable. OK. Le voisin n'a quel problème? Donc, nous avons le load balanceur public. Alors, bon, quand on dit public, ce n'est pas parce qu'il est sur Internet, mais le load balancer est chez vous, dans votre réseau, mais il a une patte, hein, qui sort, par exemple, sur Internet, voilà, sur le réseau public. C'est pourquoi on parle de load balancer public. Sinon, l'appliance, bien l'équipement, même en tant que tel, est dans votre réseau Azure, mais sa patte, sa sortie est orientée vers Internet. Donc, c'est un load balancer qui reçoit des demandes de connexion venant du monde extérieur. Voilà. Donc, ici, comme il reçoit les demandes publiques, donc, lui, il va supporter le protocole TCP, hein, en 80. Donc, si c'est des serveurs web derrière, on parlera de HTTP aussi. Voilà. On a le load balancer privé ou interne. Bon, c'est-à-dire que là, le load balancer, toujours, comme dans le cas précédent, est dans votre réseau, hein, sur Azure, mais aussi les demandes de connexion ne viennent pas de l'extérieur. Les demandes de connexion viennent du même réseau dans Azure. C'est pourquoi on parle de load balancer interne ou privé. Donc, ça veut dire que si vous avez un pool de serveurs qui doivent être qui doivent être accessibles à d'autres ressources ou bien à d'autres serveurs, voilà. Du coup, ceux qui accèdent, s'ils sont dans votre réseau, on utilisera l'autre balancer interne. Mais si c'était le cas contraire, si les demandes de connexion devaient venir de l'extérieur, ce load balancer allait avoir une part externe, donc on parlera de load balancer public. Voilà, c'est la différence entre les deux qui est là. Maintenant, on a plusieurs types de load balancer. C'est que quand vous devez choisir, regardez bien en fonction de vos besoins. Donc, les load balancers de référence de base, il n'y a pas de SLA. Donc, ça veut dire que Microsoft ne vous garantit rien. C'est pas bon, mais c'est ce qu'ils ont choisi. Sécurité par défaut. Donc, par défaut, ces load balancers-là sont ouverts sur Internet. Ce n'est pas sécurisé. Donc, les serveurs frontaux. Donc, c'est juste des serveurs entrants uniquement. Est-ce qu'il y a des zones de disponibilité? Non. Donc, si vous voulez, c'est un load balancer qui est dans une seule région, peut-être même dans un seul data center, puisqu'on ne parle pas de zone de disponibilité. Donc, c'est juste logé quelque part dans un seul data center et il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez perdre ce load balancer. Et par défaut, ce n'est pas sécurisé. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi on va utiliser ça, hein. Donc, même s'il est capable, il est capable de gérer jusqu'à 300, hein, serveurs dans un pool. Mais bon, peut-être que c'est pour des environnements de test, hein. Sinon, pour les Oui, environnements de il est production, gratuit même. voilà. Pour les environnements de production, je vous conseillerais d'utiliser la référence standard qui est capable de supporter jusqu'à 5000 instances dans un pool. Donc, ça veut dire que derrière le load balancer, le pool de serveurs là, le pool d'instances, peut aller jusqu'à 5000. Voilà. Et il peut supporter TCP,
du HTTP, du HTTPS. Alors, en termes de zone de disponibilité, on peut avoir de la redondance au niveau du front-end pour le trafic entrant. Donc, ça veut dire que on peut avoir, quand on parle on peut avoir deux load balanceurs lui-même, hein, il fait load balancing, mais on peut avoir deux load balanceurs en front pour pouvoir gérer toutes les demandes qui viennent. Lui, il est capable de gérer les trafics entrant et sortant, pendant que la référence de base ne peut gérer seulement que les trafics entrants. Par défaut, il est fermé, hein, fermé aux connexions entrantes, sauf si elles sont ouvertes par le groupe de sécurité réseau. Donc, ça, c'est le comportement normal, ça. Normalement, par défaut, ça doit être fermé et c'est quand on a besoin qu'on ouvre. Et quand vous choisissez cette référence-là, Microsoft vous garantit un SLA de 99,99%. Ça équivaut à 5 minutes de temps d'arrêt sur les 365 jours de l'année. Bon, c'est le maximum, hein. Sinon, ça peut ne pas être même, ça peut ne même pas arriver à 5 minutes de temps d'arrêt. Voilà. Alors, comment le load balancer fonctionne? Le load balancer fonctionne avec des règles. C'est-à-dire, quand il reçoit une demande de connexion, il va analyser la demande de connexion. Par exemple, le demandeur, son adresse IP, le protocole, l'application demandée, le port, ainsi de suite, le chemin, l'URL. Il va checker tout ça. Et en fonction de ce que le load balancer va avoir comme information sur le demandeur, mais sur la demande, il y a des règles prévues pour chaque type de demande. Voilà. Donc, on lui dira, par exemple, si dans la demande, tu vois du HTTP, il faut le router vers le site web public. Voilà, non sécurisé. Si c'est du HTTPS, il faut l'envoyer vers le site web sécurisé, ainsi de suite. Donc, il y a des règles. Le load balancer fonctionne sur la base des règles. S'il n'y a pas de règles, bon, c'est comme si, voilà, il ne saura pas travailler. Donc, lui, il va fonctionner sur la base des règles. C'est bon? Oui. Donc, ça veut dire que quand vous avez un load balancer, il faut créer des règles. Donc, vous aurez dans le lab la création des règles. Et l'application Gateway a le même fonctionnement que le load balancer. C'est-à-dire, lui aussi va recevoir les demandes de connexion. Lui, en son sein, il a un écouteur. C'est un peu ce que j'ai expliqué sur le load balancer. Donc, l'écouteur va lire la demande de connexion. C'est du HTTPS, c'est du HTTP, ainsi de suite. Donc, en fonction de l'information que l'écouteur va avoir, il y a une règle qui va être appliquée. Donc, c'est à l'application de la règle que la demande va être routée vers le serveur ou bien le pool de serveurs qui a même de régler ou bien de gérer la demande. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est simple. Exemple, on a des demandes basées, sinon le routage basé sur le chemin ou bien basé sur du multisite. Alors, basé sur le chemin, si un utilisateur veut accéder, par exemple, à des images ou à des vidéos, donc l'écouteur au niveau de l'application Gateway va lire. Donc, l'écouteur va savoir que soit c'est du HTTP, soit c'est du HTTPS. L'écouteur va savoir que soit c'est une demande d'accès aux images ou bien c'est une demande d'accès aux vidéos. Donc, en fonction de ces informations, l'application Gateway va router la demande de l'utilisateur vers le pool de serveurs. Si c'est image, on envoie vers le pool de serveurs d'images. Si c'est vidéo, il va router vers le pool de serveurs d'images.
Donc, si vous voulez la clé dans tout ça, ce sont les règles. Mhm. S'il n'y a pas de règles, ni le WAF, ni le load balancer ne peuvent fonctionner correctement. Donc, D'accord. tout leur comportement sera dicté sur la base des règles que vous aurez configurées. Si tu as mal configuré tes règles, voilà, lui aussi, il va se comporter comme, comme les règles que tu as créées. Voilà, oui, 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 oui. Donc, c'est très important de savoir ça. Alors, pour le routage multi-site, c'est simple. Je donne l'exemple de Microsoft. Microsoft a plusieurs sites, hein. Mhm. Mais quand on se connecte à Internet, c'est tellement rapide qu'on ne se rend pas compte. Mais je vous explique. Microsoft a, par exemple, Microsoft.com. Il y a hotmail.com.fr. Il y a live.com.fr. Bon, c'est l'exemple. Il y a outlook.com. Il y a Contoso. Il y a Fabricam. Il y a AK. Hein, LinkedIn, tout ça, c'est pour Microsoft. Hein, Mhm. GitHub, tout ça, ce sont des sites de Microsoft. Donc, Mhm. normalement, quand vous tapez 3W. Par exemple, learn. Je sais pas, quelque chose, avant que ça n'atterrisse sur votre page web là, il y a une application gateway quelque part, hein, qui reçoit et qui va router. C'est comme ça que ça se passe. Mhm. On peut avoir plusieurs comportements, hein. On peut avoir même du routage basé sur l'IP. Hein. Vous savez très bien, hein, en réseau, que quand je tape www.google.com et puis je fais entrer cette demande-là, derrière, si on fouille, on peut retrouver mon adresse IP privée, on peut retrouver l'adresse IP publique à partir duquel je sors, ainsi, on peut trouver tout ça. Donc, l'application Gateway est à même de savoir que c'est une demande qui vient de la Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, au lieu de traîner ta demande jusqu'à sur les serveurs de Google qui sont aux États-Unis, il va te router tranquillement vers un serveur de Google qui est au Nigeria, ou bien au Kenya, ou bien au Maroc, ou bien en Égypte, ou bien au Sénégal. Enfin, s'il n'y en a pas encore d'Ivoire. Donc, ils font ça souvent. Ils font ça souvent. On appelle ça, ce fonctionnement-là, les services hébergés. Mhm. C'est-à-dire que même les tuteurs et autres, au lieu que on vous envoie, vous tous sur les serveurs qui sont aux États-Unis, en fonction de votre position, quand vous faites une demande, il y a une application gateway qui va vous router vers un serveur qui est plus proche. Voilà. C'est un fonctionnement comme ça aussi. Donc, le fameux Network Watcher, qu'est-ce que lui fait? Alors, ça, je vous demande bon, d'essayer au moins une fois. Essayez au moins une fois. Alors, il contient en son sein plusieurs éléments. Mhm. Le premier élément, il permet de voir la topologie. Donc, on parlera de supervision un peu, mais il permet de voir la topologie. Donc, si par exemple, lors d'un déploiement, pour ceux qui ont déjà fait certains projets, certains types de projets plutôt, on a ce qu'on appelle l'architecture initiale, ou Mhm. bien l'architecture actuelle, et puis on a l'architecture cible. C'est ça. Donc, l'architecture cible, là, quand tu es en train de faire ton déploiement, ou bien quand tu auras fini de faire tes configurations, ça doit ressembler un peu, sinon trait pour trait, à l'architecture cible que tu as prévue. Mhm. Et puis, il y a des outils même qui nous permettent de dessiner. C'est la C'est- même chose que la topologie fait dans le Network Watcher. Donc, il va te montrer de manière physique, bon, on ne peut pas toucher du doigt, mais visuel, si vous voulez, Mhm. comme un dessin, comme un, c'est ça, un dessin, draft, tout ça. Tu vas voir, si tu as créé 2 virtual networks ou bien 3 VNet, tu vas voir les 3 VNet avec leur nom, Mhm. avec leur subnet que tu as créé. Si tu as fait du peering, tu vas voir les liens peering entre les VNet. Si tu as créé des VM connectés à des subnets, tu vas voir les VM là.
si tu as créé des network security, tout ce que tu auras créé là, quand tu vas dans le Network Watcher, il te montre ça. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ont déjà utilisé Packet Tracet, Mhm. si tu as fait une interconnexion et puis tu testes que ça ne marche pas, il Mhm. peut te dire également que c'est au niveau de tel brin de connexion que ça ne marche pas. Mhm. Donc, C'est c'est très, très, très important, le Network Watcher. Donc, il va te permettre de voir et de monitorer les connexions. Il te permet également de faire du diagnostic NSG. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, le diagnostic va vous permettre d'avoir deux choses. Un, quelles sont les règles qui s'appliquent effectivement? Et deux, quand une règle ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Tu vas te dire, soit la règle est mal positionnée, donc il faut changer la priorité de la règle, voilà, ainsi de suite. Ou bien s'il y a déjà une autre règle plus dominante qui passe avant, ainsi de suite. Donc, il faut regarder tout ça. C'est pourquoi moi, ceux qui aiment faire les règles en eni, bon, excusez-moi, mais je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans des environnements où, bon, la sécurité. Bon. Sinon, quand c'est vraiment, quand la sécurité est bien, bien, bien gérée, on ne peut pas avoir des eni. vrai. Oui, normalement, on ne doit pas avoir les eni. On ne doit pas avoir les ennemis. Mais quand on n'a Oui, pas d'informations. voilà, c'est ça que je dis là. Quand c'est pas bien fait, on devrait mettre eni pour que Mhm. ça passe. Voilà. Et puis, on a le vérificateur ou bien la vérification flux IP. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, tout ce qui est comme ping, hein, on peut pinguer ou bien tester la connectivité entre, par exemple, un serveur et puis un autre serveur, Mhm. étant sur le même subnet, sur des subnets différents, sur des réseaux différents, tout ça. On peut tester ça. La capture Mhm. de paquets, c'est à l'identique, comme ce que Wireshark fait. Donc, Ah, il ok. va te, oui, oui, oui. Il va te capturer tout le trafic entrant comme sortant sur une ressource que tu auras identifiée. Et puis, tu vas pouvoir analyser. Le tronçon suivant, ça, c'est le tracet. Il va te Mhm. dire, Mhm. voilà, ainsi de suite. Résolution des problèmes de VPN. Donc, quand tu as fait une connexion VPN, il peut te permettre, le Network Watcher, de savoir si ta connexion VPN fonctionne bien ou pas. Si ça ne fonctionne pas, il va te dire à quel niveau se trouve le problème. Mhm. Alors, on a aussi la résolution des problèmes de connexion, donc tous les autres problèmes de connexion que vous pouvez avoir à travers le Network Watcher. Alors ici, ce qu'on vous présente là, ce n'est pas tous les services, hein. Voilà, mais ce sont les services principaux. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire encore avec le Network Watcher. On peut faire aussi ce qu'on appelle l'analyse du trafic. Voilà. Donc là, ce n'est plus toi, hein, mais c'est l'intelligence active, sinon l'intelligence artificielle de Azure maintenant, qui va analyser le trafic et te dire si c'est bon, si c'est pas bon, qu'est-ce qui voilà, ne marche pas, ainsi de suite. On peut, sur la base de cela aussi, hein, générer ce qu'on appelle des journaux de flux. Donc, Ange, Mhm. voilà, les journaux de flux vont te donner quoi? Pardon, je ne te suivais pas, hein. Je dis les journaux de flux. Mhm. Ça permet de voir quoi? Euh, les journaux de flux. Mhm. Je vois les règles là. Voilà. Et puis, Ouais, je oui, crois toutes les. oui, il te Le fait trafic. sortir. Ok. Voilà. Mhm. De la manière dont tu as configuré tes règles. Mhm. Hein? Mhm. Et puis, au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu peux, on dit bien journaux, donc tu vas pas prendre tout. Donc, tu peux dire, bon, de telle heure à telle heure. Donc, tout ce D'accord. qui s'est passé là, il va te ressortir ça. Et tu as même de savoir quels sont les IP qui sortent le plus, quels sont les IP qui consomment le plus la bande, ainsi de suite. C'est les logs là. Là. Voilà. Oui, ce sont les logs. Bon, Mhm. c'est le mot log que je n'ai pas dit, sinon. C'est ça, en Voilà. fait. J'ai compris.
Donc, voilà le D'accord. rôle du Network Watcher. Mais apparemment, le gars, le network watcher, c'est pour vraiment aider, puisqu'il dit où est le problème. C'est Il te facile. dit, oui, il te dit. Il te Ça, c'est dit pour nous jouer exactement. plus là-bas. Il ne veut plus Pour qu'on te dire réfléchisse. quoi? Il veut plus qu'on Donc, réfléchisse. par exemple, pour vérification de flux IP, Mhm. hein, vérifier si un paquet est autorisé ou refusé en direction ou en provenance d'une machine virtuelle. D'accord. Donc, tu te donnes l'adresse IP locale et puis l'adresse, si tu veux, l'adresse IP à partir de laquelle tu veux vérifier et puis l'adresse IP distante. Donc, ici, ça ressemble un peu sur du Telnet. Voilà. C'est-à-dire que je suis chez moi. Est-ce que le 3389 là est possible entre moi et puis une autre machine? Voilà. Donc, quand je renseigne et que je fais activer, voilà, il m'a dit quoi? Accès refusé. Et en bas, il dit quoi? Règle de sécurité, deny all inbound. Donc, automatiquement, ça te dit quoi? Qui peut m'expliquer ça? Pas compliqué. Ça veut dire Oui, que, on peut. oui, oui, allez-y. Ok, au fait, il a refusé tous les trafics entrants. Oui, il dit, en fait, le test que tu as voulu faire là ne marche pas parce qu'il y a une règle de sécurité qui deny all, all inbound. Donc, ça veut dire que soit ta règle qui devait autoriser le 3389 est placée après le deny all inbound, ou bien tu n'as même pas de règle qui autorise ça. Donc, tu Mhm. dois aller sur la machine, regarder les règles entrantes, et puis, si ta règle est mal positionnée, tu la positionnes correctement en changeant la priorité. Si la règle n'existe pas, c'est de créer une règle qui va passer avant le deny all inbound. C'est comme ça. Ici, c'est le tronçon suivant. Donc, le tronçon suivant permet de déterminer si le trafic est dirigé vers la destination prévue. Voilà. Donc, par exemple, si je veux, et puis on dit, il montre quoi? Le tronçon suivant. Donc, machine virtuelle VM01, interface réseau VM01 165, adresse IP source. Donc, je vais voir si cette VM-là peut atteindre le 13 24 35 46 qui est une IP publique. Donc, quand je teste, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit type de tronçon suivant Internet, adresse IP 10.1.1.100. Voilà. Donc, il est en train de me dire que ma VM peut atteindre cette adresse 1324, mais ça va aller, la demande de connexion va aller sur Internet et ça va toucher d'abord le 10.1.1.100 avant de partir. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez, bon, le 10.1.1.1.100 dans certains réseaux, quand tu fais le tracet, ça correspond à quoi? Ça correspond à notre gateway. Oui, oui. Voilà. Donc, la première adresse IP qu'on va toucher, c'est la gateway. Maintenant, après la Mhm. gateway, les autres vont suivre jusqu'à... C'est un peu ça. D'accord. Donc, voici la topologie. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a un réseau qu'on appelle MyVNet, qui a 3 subnets, MySubnet DMZ, MySubnet Front-End, MySubnet Back-End. Donc, vous voyez que sur chaque subnet aussi, on a des ressources. Bon, ici, je vais vous expliquer. MySubnet DMZ. Alors, l'élément vert qui est là représente la carte réseau. L'écran représente la VM, hein, MyVM Firewall. Et Mhm. le petit carré 3 points représente l'adresse IP publique. Donc, si vous voulez, les trois là
mis ensemble représente notre VM. En fait, c'est la VM qui a été éclatée comme ça. D'accord. Donc, ce n'est pas trois objets différents. Bon, si vous voulez, ce sont trois ressources. Ah, ça, je ne sais pas si je vous ai expliqué aussi, hein. Je dis qu'une ressource, c'est quoi? C'est ce qu'on peut Alors, créer et C'est ça. utiliser. Mhm. Or, ici, quand on prend une VM, on peut créer une VM. Oui, oui, Donc, la VM en elle-même est une ressource. c'est ça. Mais, quand tu prends la VM, les éléments qui constituent la VM aussi sont des ressources. C'est ça. Donc, tu prends la VM. La carte réseau est une ressource. L'adresse IP publique est une ressource. Le firewall est une ressource. Quoi d'autre? Le disque dur est une ressource. Ainsi de suite. Les RAM, tout Donc, ça. voilà. Donc, quand tu prends, tu prends la VM telle qu'elle est, normalement, vous devez savoir que c'est une VM qui est éclatée. Mhm. Maintenant, chaque élément est une ressource, c'est tout. Et la D'accord. même VM, quand on passe au subnet suivant, que est My Subnet Front-End, vous allez voir que la même VM, au lieu de 3 éléments, on va avoir 4. Donc, on aura MyVM 1277. En dessous, on a MyVM1, MyVM1 NSG et puis MyVM1 IP. Donc, il y a le NSG qui s'est ajouté. Mhm. Donc, quand vous voyez 4 réseaux, écran, NSG, IP, les 4 là représentent une même VM. C'est ça. Voilà. Et comme on a vu aussi que la NSG peut être appliquée soit au niveau de la carte réseau ou bien au niveau du subnet, vous remarquerez là que, par exemple, il y a une NSG qui est appliquée au niveau de la carte réseau et il y a aussi une autre NSG qui est appliquée au niveau du subnet. Voilà. Mhm. Donc, c'est comme ça. Au niveau de la topologie, il vous présente tout ce que vous créez. Et les petits bonhommes qui sont là, ce sont quoi? Des tables de routage. Mhm. Je vous ai dit qu'on peut créer nous-mêmes des tables de routage. Oui, oui. Ah, on peut créer des routes. Donc, c'est comme un fichier qu'on crée et qu'on associe. Donc, sur le front-end, vous voyez qu'on a route to Internet, route to back-end, et puis my route table front. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a? Et cette table de routage est attachée à quoi? Au subnet. C'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a une table de routage qui est constituée de routes vers Internet, des routes pour la partie back-end et qui est rattachée à notre subnet. Et le dernier également, c'est la même chose. Donc, il faut bien regarder, bien lire hein, la topologie chaque fois que vous vous retrouvez en face. Très, très important. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette topologie, elle est intuitive. C'est-à-dire que si tout à l'heure, je veux agir, par exemple, sur le subnet front-end, il suffit de prendre ma souris, je clique dessus, il m'amène Mhm. directement dans le portail où se trouve le subnet en question. Mhm. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui. Voilà. Là, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, attends, je vais voir si j'ai encore des crédits. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la gestion du trafic réseau.